bonjour. Donc, pour cette séance de l'après-midi, nous aurons 3 présentations de Madame Kyriakou, ensuite de Madame Ngo Len, et de Madame Céline Potier. Alors, nous commencerons donc par Madame Héloïse Kyriakou. Alors, notre collègue effectue des recherches sur la République du Congo et a soutenu une thèse en 2019 devant l'Université de Paris 1, c'est bien ça, sur Brazzaville, laboratoire de la Révolution congolaise 1963-1968, marquée aussi par les 3 glorieuses. Ces recherches l'ont amené à accorder une attention particulière à la fois à la ville, aux jeunes, aux cadets qui ont été les fers de lance de la Révolution et qui ont éclipsé les aînés, comme ailleurs d'ailleurs, dans la même décennie. Les jeunes ont ainsi proclamé « La ville est à nous », c'est le titre d'un de ces articles. Et c'est quelque chose qui me touche, fait peu courant. Élise Kyriakou a des connexions avec les chercheurs de l'océan Indien. Elle a ainsi publié un article sur l'école dans une revue, Signe, qui est publiée à La Réunion, dont le responsable est Frédéric Caron, qui travaille sur Madagascar. Alors, aujourd'hui, Madame Héloïse Kyriakou va nous parler du fonds Paul Fiou, qui elle-même est à La Réunion, je crois maintenant, où l'histoire d'un groupe de jeunes militants internationalistes au service de la Révolution congolaise 1967-1972. Donc vous avez la parole et je laisserai Ophélie Rion vous dire avec. Très bien, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais aujourd'hui centrer mon intervention sur un fonds d'archives un peu particulier qui illustre tout à fait le propos de ce colloque, à savoir le rôle de la cité universitaire de Paris dans l'émergence à la fois de lutte, de savoir et aussi d'action politique sur le continent africain. Donc, pour vous parler du fonds Paul Fiou, comme son nom l'indique, il va falloir bien vous parler de Paul Fiou, qui donc vit actuellement à La Réunion, qui est une chercheuse à la retraite aujourd'hui et qui a décidé 40 ans après être allée militer au Congo-Brazzaville dans les années 70, a décidé d'écrire un livre sur ses mémoires. Et c'est suite donc, à la publication de ce livre qu'elle a en fait cherché tout un tas de documentation. Et donc elle a repris contact avec tout un tas de militants avec lesquels elle avait travaillé à la cité universitaire et bien sûr à Brazzaville pour essayer donc d'écrire ce premier roman, ce premier livre sur son histoire. Et donc le fonds Paul Fiou est le résultat de l'ensemble de ces archives privées de plusieurs militants qui ont donc au départ se sont pour certains connus à la cité universitaire et ensuite ont milité et travaillé au Congo-Brazzaville dans les années 70. Donc voilà. Je dirais que, et donc c'est le propos d'aujourd'hui, vous montrer en quoi ce fonds est très intéressant pour comprendre la cité universitaire comme laboratoire. Donc c'est à partir de ça que je vais commencer. Je vais alors peut-être juste vous donner quelques précisions. Dans ce fonds Paul Fiou, il va y avoir tout un tas de documents divers, à la fois donc, des notes privées, des brochures officielles, des affiches immenses de la cité universitaire qui étaient affichées dans le haut. Il y a aussi des travaux universitaires, des documents publiés, des photos. Il y a vraiment, c'est un fonds très riche qui aujourd'hui est accessible à l'art contemporaine grâce à l'intermédiaire de Françoise Blum et de Franck Véran qui ont permis donc, à ce fonds d'exister aujourd'hui, d'être accessible. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter au fur et à mesure de mon exposé toutes les sources, une grande partie des sources de ce fonds. Donc pour commencer, je dirais qu'à travers ce fonds, on voit très très bien ce que la cité universitaire a offert à la fin des années 60 à tout un tas d'étudiants. Donc je vais reprendre un certain nombre d'éléments. D'abord, Paul Fiou a expliqué dans un certain nombre de notes qu'à la cité universitaire, c'est là où elle a rencontré tout un tas d'étudiants qui
de différents pays, voire de différents continents. Et elle a participé à des luttes à la cité universitaire avec ses étudiants. Et donc, vous pouvez mettre la première slide, où là, elle a gardé donc, un certain nombre de tracts et un certain nombre d'affiches provenant de la cité universitaire de cette époque, qui montrent que c'était donc un lieu de vie, un lieu d'action militante très important pour les jeunes de l'époque. Notamment, elle disait par exemple que les Vietnamiens, il y avait des conflits parfois entre les Vietnamiens du Nord et les Vietnamiens du Sud, et elle disait notamment qu'elle était très impressionnée que les étudiants africains prennent aussi part à ces conflits qui n'avaient rien à voir avec leur situation et la situation en France. Voilà. Il y a un deuxième élément qui est très important ici à la cité universitaire, c'est le rôle des étudiants congolais. Et donc ça, c'est ce qui ressort aussi de ce fonds d'archives, c'est qu'en fait, à la cité universitaire, elle a côtoyé des étudiants congolais et elle en parle vraiment comme de véritables ambassadeurs de leur révolution. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'a été la révolution au Congo, mais il faut savoir que les militants et donc étudiants congolais qui sont venus en France, pour certains, étaient déjà très connus. Je prends l'exemple de Franklin Bukaka, que certains d'entre vous connaissent en tant que musicien, qui, au début des années 70, en fait, était déjà très connu. Il avait fait une intervention qui avait fait date au Festival panafricain d'Alger en 69. Et il était en fait en train d'enregistrer son disque avec Manu Dibango en 1970. Et c'est dans ce cadre-là il fréquentait la cité universitaire. Et donc, la première chose qui ressort de ce fonds et des échanges avec les différents militants, c'est vraiment l'impression très positive qu'ont eu les étudiants congolais sur beaucoup de militants français, italiens notamment, qui résidaient ici à la cité. Voilà. Et donc, évidemment que c'est ces étudiants congolais qui ont incité plusieurs étudiants qui étaient ici à aller travailler au Congo-Brazzaville pour les aider, pour participer à la révolution et au processus qu'il y avait dans leur pays. Et donc, ce que je trouve aussi intéressant, voilà, c'est que ça s'est fait aussi donc, au sein des maisons. Paul Fiou avait un compagnon qui avait comme statut d'avoir été, excusez-moi, le porte-parole de l'ensemble des comités de résidents en 1970. Donc il avait aussi un statut lui à part qui lui a permis d'entrer dans les maisons et d'avoir vraiment des liens avec des étudiants de plusieurs maisons de la cité. Voilà. Il y a un autre point qui est très intéressant, parce que vous pouvez mettre la prochaine slide, c'est juste pour vous montrer un portrait de Franklin Bukaka, juste pour que vous ayez un petit peu en tête. Je ne sais pas si vous pouvez mettre cette slide. Alors ça c'est d'autres affiches de la cité, voilà, exactement, qui figurent dans ce fond. Voilà, vous pouvez passer encore. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants congolais ont aussi apporté à la cité universitaire tout un tas de supports et de documents, d'une certaine façon, pour prouver l'intérêt de leur révolution au Congo-Brazzaville. Et notamment ce document qui aujourd'hui est un peu inédit parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. C'est donc Paul Fiou qui en a un des seuls exemplaires, qui est le rapport du congrès constitutif du PCT, donc en 69, et qui est donc un document qui montre on va dire, le projet politique du nouveau parti marxiste-léniniste du Congo en 69. Et donc ça, c'est aussi pour vous montrer qu'ils arrivaient avec de la documentation ici à la cité, et que c'est ces documents-là, ça c'est quelque chose qu'elle a obtenu à la cité universitaire. Voilà. Vous pouvez donc passer à la slide suivante, c'est juste un portrait de Franklin Bukaka pour que vous ayez voilà, en tête qui c'est. Un autre élément que je trouve très intéressant avec ce fonds d'archives, c'est de découvrir que vont émerger donc, grâce à la cité universitaire, un nouveau type de coopérants militants, qui vont être, on va dire, d'un genre un peu particulier, puisque Paul Fiou et ses amis vont énormément lire avant de se rendre au Congo. Donc tout un tas de brochures, tout un tas de choses. Donc en fait, quand ils vont aller travailler au Congo-Brazzaville, ils vont être plutôt au clair sur la situation par rapport à tout un tas d'autres coopérants, notamment des pays socialistes. Et donc Paul Fiou et d'autres militants qui sont allés à Brazzaville se considèrent comme très différents des militants soviétiques, par exemple, des coopérants soviétiques qui étaient à Brazzaville assez nombreux dans ces années-là et qui vivaient dans leurs hôtels et qui parlaient bien sûr pas le français et qui pour eux étaient mous politiquement. Voilà.
Donc ces coopérants d'un nouveau type sont très politisés grâce à ce qu'ils lisent. Et je dirais que sur place, du coup, ils ont aussi développé des réseaux qui sont des prolongements de ce qui se passait à la cité universitaire. Puisqu'en fait, Franklin Bukaka et tout un tas d'autres militants sont en fait rentrés au Congo ensuite après leurs études et ont pris des postes haut placés dans le parti. Et donc ces coopérants français sont arrivés à Brazzaville avec des connexions très importantes au sein des organisations de jeunesse, etc. Donc ils fréquentaient aussi les cercles politiques, bien entendu avec une certaine distance, parce que les militants congolais étaient très investis politiquement, il y avait tout un tas de problèmes, de coups d'État et autres qui faisaient qu'ils étaient quand même très occupés selon elle, mais elle était très très impliquée aussi localement. Et tout ça, c'est grâce aussi au réseau de la CTU. Voilà. Je voulais aussi vous montrer la slide suivante qui est en fait aussi un manuel d'accueil proposé, qui a été édité par la République du Congo. Donc il faut savoir que ces coopérants d'un nouveau type ont été aussi accueillis officiellement par le gouvernement congolais en tant que militants marxistes. C'est pas juste une coopération comme ça entre la France et le Congo. Et Paul Fiot dit très bien qu'elle a été reçue à l'ambassade du Congo en France en tant que militant engagé à la cité avec un certain nombre de connexions. Voilà. Donc son statut était connu. Celui de son compagnon, par exemple, il était en contrat local, elle était en contrat, on va dire, en délégation, mais voilà, il y avait aussi des contrats locaux. Ce que je trouve aussi intéressant, et c'est tout l'intérêt de la CTU, merci beaucoup, c'est le fait que ces étudiants, ces militants qui sont allés travailler à Brazzaville, en fait, quand ils sont revenus, ils ont continué à travailler avec le Congo. Et c'est ça qui est très riche. Et c'est aussi grâce à ça, grâce à ces militants, que Paul Fiot est allé travailler à Brazzaville. Parce qu'en fait, elle a cité, bien sûr qu'elle a rencontré des étudiants congolais, mais elle a aussi rencontré des militants français, italiens, qui en fait revenaient du Congo en disant énormément de bien de ce qu'ils y avaient fait, et en les encourageant aussi à partir. Et donc je pense notamment, et dans le fonds Paul Fiot, vous y trouverez aussi, par exemple, un mémoire de maîtrise de Maïté Lénoré. Maïté Lénoré est partie à Brazzaville avec son mari. Elle y est partie donc plus tôt que Paul Fiot, et elle a publié un mémoire de maîtrise sur l'éducation au Congo en 1978. Donc elle a continué à être très proche des réseaux et a continué à faire des travaux de recherche sur ces questions-là bien après. Voilà. Et Dego, l'italien avec lequel, donc Aline connaît aussi très bien, qui est donc un Italien qui est allé à Brazzaville en 69, 68, 69, et il a participé à la réalisation d'une fresque. Vous pouvez mettre la slide suivante, vous allez voir. Non, ça c'est des brochures qu'elle a lues avant. Vous pouvez passer encore. Voilà. Là c'est une fresque, la fresque de la Révolution qui est encore visible à Brazzaville. Et donc ce fameux Dego a participé à la réalisation de cette fresque. Et ça fait aussi partie des gens qu'elle a rencontrés avant de partir. Voilà. Donc c'était tout ça. Et bien évidemment, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est ce que ces militants ont fait sur place. Et donc ça c'est mon dernier point. Tous ces militants, quand ils sont arrivés à Brazzaville, ont eu des expériences plus ou moins intéressantes, notamment donc, dans le milieu scolaire. Et c'est ce qui a débouché aussi à leur engagement politique local. Certains ont décidé de créer donc, une école du peuple, c'est-à-dire ils ont décidé avec des militants congolais de proposer une énorme réforme de l'éducation qui aurait révolutionné le système éducatif au Congo aujourd'hui si ça avait pu être mis en place, et tout ça grâce à à diverses expériences qu'ils avaient menées sur le terrain. Donc ça c'est la première chose, donc être en lien avec des militants locaux pour proposer un projet de réforme avec des militants locaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une partie d'entre eux qui ont participé à un coup d'État. Donc il y a eu un coup d'État au Congo dans les années 70, en 1972, et une partie de ces militants, notamment Paul Fiot, était à Brazzaville à ce moment-là. Et en fait, Franklin Bukaka s'est fait assassiner le lendemain de ce coup d'État, ce qui a été quelque chose de très difficile à vivre pour tous ces militants français qui étaient sur place. Et donc, plusieurs d'entre eux ont commencé à participer de façon clandestine au maquis, et à tout ce qui s'est fait ensuite pour aider les maquisards, ceux qui avaient participé au coup d'État et qui ne s'étaient pas fait attraper, emprisonner, à résister de l'extérieur. Et en fait, ça a abouti à l'emprisonnement une année plus tard, en 1973. Paul Fiot a fait plusieurs semaines de prison avec 4 autres Français et une dizaine d'autres Congolais qui étaient donc dans ces réseaux clandestins.
Et donc, ce qui est donc assez rare, c'est d'expliquer que ces militants qui se sont connus à la cité universitaire ont fait de la prison à Brazzaville pour avoir soutenu une partie de la classe politique congolaise dans sa volonté de transformer la vie politique du Congo. Et c'est donc Gisèle Halimi qui a donc couvert le procès. C'est elle qui a été donc mandatée par un comité de soutien qui a bénéficié d'une médiatisation grâce à la cité universitaire aussi. Donc encore une fois, la cité universitaire, ça a été à chaque fois un élément très important dans cette histoire. Il y a eu un comité de soutien qui a été mis en place pour libérer les prisonniers, et donc c'est Gisèle Halimi qui a été désignée pour être donc l'avocate de ces 4 Français. Et donc aujourd'hui, grâce à Pascal, je sais qu'il existe donc un fonds de Gisèle Halimi sur ce procès de Brazzaville et sur donc une autre manière d'appréhender l'histoire de Paul Fiou et de tous ces militants internationalistes qui sont allés aider au Congo-Brazzaville. Voilà, je vous remercie. Ah oui, peut-être, je suis désolée. Excusez-moi, juste parce qu'elles sont vraiment belles ces photos. Regardez, c'est donc Maïté Lénoré et son mari qui sont dans le nord du Congo. Et vous y voyez évidemment que le petit livre rouge, alors bien sûr les photos ont été prises comme... ils posent pour ça. Mais vous avez aussi donc des enseignants vietnamiens, nord-vietnamiens, qui donc participent aussi à cette expérience scolaire dans le nord du Congo. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Oui. Encore une slide. Voilà, ça c'était les prisonniers politiques du Congo. Et une slide encore. Ça c'était tous les articles dans la presse du comité de soutien. Et allez-y, voilà. Donc ça c'était une partie du groupe qui a participé au coup d'État. Voilà. Et les affiches qui sont très belles, qui donc émanent de ce comité de soutien et qui sont des affiches qui ont été produites pour libérer les fameux militants français et congolais de l'époque. Je vous remercie et je voudrais juste dire, vous m'excusez, Héloïse Kiriakou est enseignante dans un lycée, mais en même temps elle effectue des recherches. Donc elle en a encore plus de mérite. Alors, maintenant nous allons écouter Madame Nadège Laure Ngoumen, qui est maîtresse de conférence à l'université de Douala, c'est bien ça, et qui a soutenu une thèse menée à l'université de Montpellier 3 et en co-tutelle avec Yaoundé, au Cameroun. Et son travail a été publié donc, chez Cartala sous le titre Dynamique de transculturation du christianisme, l'expérience du missionnaire protestant Jean-René Brutsch au Cameroun de 1946 à 1960. Madame Nadège Laure Ngoumen a également fait partie pour le Cameroun de l'une de ses commissions de recherche sur les rapports entre la France et d'anciennes colonies, en abordant cela sous l'angle du christianisme. Notre collègue a d'autres centres d'intérêt, les mobilités internationales, les constructions identitaires et problématiques du genre, mais aujourd'hui elle privilégie la question du christianisme dans une communication, vous voyez le titre, donc des identités religieuses et de la politisation des étudiants camerounais en France de 1945 à 1970. Les étudiants de l'aumônerie protestante de Paris ne savaient pas qu'on pouvait être protestant et contestataire. Merci pour cette présentation. J'aurais pu préciser une ou deux choses. Je tiens, avant de commencer mon propos, à remercier Julie, Françoise, Naël, qui se sont démenés avec l'aide du CNRS pour que je sois là. Ça n'a pas été évident. Merci à vous. Je suis heureuse de revenir en fait à mes sujets de prédilection, le protestantisme missionnaire. Et le travail que je vous propose, en fait, s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large qui a été initié il y a 4 ans. J'ai dû suspendre à
à raison de ma participation dans la commission, eh bien, ce projet vise à porter un regard critique sur le rôle de l'élite protestante camerounaise dans l'éveil de la conscience nationale et l'émancipation politique au Cameroun. Et c'est pour cela que le titre, vous avez vu, il est légèrement modifié par rapport à celui que j'avais annoncé, parce que je me suis rendu compte, et on le sait quand on fait la recherche, à un moment donné, j'ai compris qu'il était très restrictif de se limiter à la minorie catholique de Paris, et que finalement, les archives aussi m'ont aidé à comprendre cela. C'était plus intéressant d'ouvrir en dehors des théologiens, parce que sinon ça m'enfermait dans le cadre des théologiens pasteurs qui venaient en France. Alors que cette dynamique de la présence étudiante protestante en France, elle est très riche et se décline sous diverses modalités, donc les laïcs entre autres. Et plus globalement, au Cameroun, 3 confessions protestantes sont représentées. On a plus anciennement les baptistes qui arrivent en 1841. Les presbytériens d'origine américaine sont également présents presque à la même période. Et plus tard, après la Première Guerre mondiale, lorsque le Cameroun, après avoir été protectorat allemand puis mandat franco-britannique, donc arrive la Société des missions évangéliques de Paris avec le protestantisme réformé luthérien évangélique. Donc c'est la manière dont le protestantisme arrive au Cameroun explique justement cet esprit contestataire. Je comprends que vous soyez surpris, parce que c'est davantage la pastorale selon Henri Venn qui est promue là-bas, c'est-à-dire self-supporting, self-government and self-propagating. Et donc dans cet esprit-là, on a quand même une première élite protestante qui émerge avec très fortement attaché à l'idée d'autonomie. Et d'ailleurs, ce rôle émancipateur du protestantisme est très souvent souligné par les chercheurs, même si ça n'a pas encore fait l'objet d'une étude en soi. La première étude est de Jean-René Bouche, un ancien missionnaire, qui dans un article retrace les conflits entre les premiers pasteurs indigènes et les missionnaires balois au sujet de la direction de l'œuvre baptiste. Donc très tôt, il y a cet esprit contestataire qui apparaît, et tout au long de la présence coloniale, les protestants, les églises protestantes et les néophytes protestants sont souvent en confrontation avec les missions protestantes. Et d'ailleurs, on considère, dans une certaine historiographie, considère que les premières répressions violentes ayant donné lieu à des tueries surgissent dans le cadre du protestantisme lorsqu'une missionnaire, Lucia Cousins, qui est missionnaire américaine dans la région du sud du Cameroun, est retrouvée assassinée. Et elle aurait été l'inspiratrice d'un mouvement tribal anti-français. Donc très vite on fait le lien entre justement cette posture du protestantisme américain qui, avant la guerre froide au Cameroun, est assez anti-français, même si après ça évolue, on pourra en discuter. Et donc, les revendications et velléités autonomistes dans cette localité-là. Donc tout cela pour dire que, d'une manière générale, il y a un lien qu'on établit entre l'éveil de la conscience nationale et le protestantisme au Cameroun. Mais ce qui est quand même curieux, et c'est ça qui m'a interpellée, eh bien, c'est que la plupart des travaux qui ont analysé, par exemple, le rôle des étudiants dans l'éveil du nationalisme, alors la politisation des étudiants, ils n'ont pas pris en compte cette identité religieuse protestante. Or, quand à l'observation, on se rend compte que si je prends les étudiants de l'UNEC qui ont été étudiés, sur lesquels on travaille de nombre d'auteurs, à Belinga et d'autres, récemment il y a Simon Ken qui a travaillé là-dessus, on se rend compte quand même que les dirigeants de l'UNEC sont pour une bonne partie des protestants, que ce soit Marcel Debelidi, ou alors Benoît Bala et d'autres, eh bien ce sont des protestants. Et donc, à partir de là, je me suis interrogée sur le rôle de leur identité protestante dans leur inclination précoce, entre guillemets, on pourra en discuter, pour les questions politiques, et donc leur politisation. Et comment est-ce que leur présence en France, la fréquentation des espaces protestants de socialisation, les milieux de jeunesse protestants, peuvent également avoir influencé ou non cette politisation-là. Et pour en parler un tout petit peu, je voudrais revenir sur la présence étudiante camerounaise en France entre 1950 et 1970. Voilà. Et donc, sur cette... oui, voilà. Donc, les étudiants camerounais, d'une manière générale en France, quand ils arrivent, on constate que leur présence est très ancienne.
Dans l'entre-deux-guerres, déjà, ils sont présents. Avec Léopold Moumétia est l'un des premiers qui fait ses études à Marseille. Mais cette présence étudiante a été marquée ethniquement. C'est des Douala, ils viennent énormément de la côte. Mais à partir, par la suite, ça va se densifier, se diversifier. Et donc, on se rend compte que de plus en plus, ces étudiants-là, ils commencent à... Non, plus loin. Revenir en arrière, peut-être. Non, pardon. Poursuivre. Oui, ensuite, suivant, pardon. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Donc, ces étudiants-là qui arrivent, ils sont socialisés, ils sont très vite en contact avec des organisations africaines d'étudiants. On a parlé ce matin de la FEANF, mais avant ça, ils créent eux-mêmes des organisations de jeunesse étudiantes. À partir de ces organisations-là, ils font leur classe, entre guillemets, même si on peut considérer que pour ceux d'entre eux qui sont protestants, cette influence politique commence déjà avant l'arrivée en France. Et donc, ces étudiants protestants qui résident en France, ils ne sont pas isolés. Et c'est aussi peut-être ça qui explique leur politisation qu'on considère comme précoce. En tout cas, on relève qu'entre les années 50 et 70, on peut voir sur ce graphique la progression du nombre de cette présence étudiante-là, qui est assez croissante et assez significative, l'une des plus importantes de l'Afrique équatoriale française. Alors il y a une explication à cela, une scolarisation assez ancienne et particulièrement forte par rapport à l'ensemble des territoires de l'Empire dans la région subsaharienne équatoriale française. Mais aussi, on l'a aussi rappelé ce matin avec Françoise Blom, il y a une offre scolaire qui n'est pas très satisfaisante. Il n'y a pas des universités qui puissent répondre aux aspirations des jeunes pour lesquels accéder à la fonction, à l'emploi public est un indice de mobilité sociale et qu'il faut aller le chercher dans le prestige que confère le diplôme. Donc pour cela, on se rend compte qu'il y a de nombreux étudiants qui viennent en France, globalement. Et je vais très vite passer sur ce point-là. Il y a énormément de travaux qui sont commis dessus. Et pour en venir aux étudiants protestants de manière spécifique. Grand 2, est-ce qu'on peut aller rapidement sur le slide 2 la partie, oui. Donc les étudiants protestants, ici, l'idée c'est de voir quelle est leur spécificité dans l'ensemble, parmi l'ensemble des Camerounais présents en France à cette époque-là. Donc il y a un élément qui apparaît tout d'abord, c'est leur appartenance qui explique un peu leur contexte d'accueil. Donc ce sont des étudiants qui arrivent dans un espace protestant et qui sont, je ne dirais pas protégés, mais qui sont très accompagnés, très encadrés. Et donc ça se traduit par quoi beaucoup sont orientés vers les organismes de jeunesse protestants, la Fédération française des associations chrétiennes, qui proposent des activités telles que les conférences, les débats, les sorties culturelles, les stages de formation. Mais c'est aussi des associations qui sont engagées dans des projets sociaux et politiques, notamment la lutte contre le racisme pour la FEDE, comme on l'appelait. Et il y a aussi la jeunesse protestante d'Union nationale, où il y a quelques étudiants camerounais qui ont été présents, qui ont milité, et qui aussi qui étaient très engagés sur un certain nombre de questions. Donc c'est dans ce cadre quand même qu'arrivent ces étudiants protestants. Et ils sont accueillis pour ce qui est de la mouvance évangélique luthérienne par le département de la SNEP, qui devient par la suite le DEFAP, qui les accueille à la maison des missions 6 au boulevard Arago, qui offre des accueils, il les encadre quelque temps, il les aide dans les procédures d'obtention de visa, carte de séjour et tout ça. Et aussi qui les connecte avec des familles de protestants qui les accueillent pendant les fêtes de Noël, de Pâques, toutes ces fêtes religieuses. Alors, ce sont des étudiants qui sont de profils divers. Il n'y a pas que des théologiens qui viennent. Il y a beaucoup de théologiens. Alors, pour des théologiens, ils vont principalement à la faculté de théologie de Paris, ils vont à Montpellier, ils vont à Bossé, au cours de théologie, mais ils vont également à Strasbourg, aux îles, on a parlé tout à l'heure. Et, d'accord. Et ensuite, ce qui est quand même remarquable, c'est que leurs conditions sont assez précaires, même s'ils sont accompagnés. Leurs conditions d'accueil, il n'y a pas beaucoup d'argent, d'autant que certains viennent en famille. Et donc, très vite, va se poser la question de la poursuite de certains de leurs projets d'études en France, de la reconversion ou alors du retour en Afrique. Et ça, c'est toute une problématique qui travaille énormément les églises en France et en Afrique,
D'autant que dès 1960, les indépendances étant déjà là, l'Église ne peut plus se permettre d'envoyer des personnes dont elle n'est plus certaine qu'elles vont revenir. Et donc, on se rend compte que les trajectoires étudiantes, à partir de là, commencent à être très compliquées. C'est difficile de retracer certaines trajectoires, d'où il faut revenir, recourir aux interviews. Donc, très rapidement, toi, pour parler maintenant de leur mobilisation associative et évoquer quelques figures de ce protestantisme. Et donc, je parlais tout à l'heure d'une forte présence protestante parmi les organisations politiques, les organisations syndicales et de jeunes étudiants en France. Alors, on va se rendre compte qu'au sein, par exemple, de la FEANF, on a, et de l'UNEC, Confession de participation précoce des étudiants, on a par exemple François Sengapote, qui est un leader de l'UNEC, et qui est notamment rédacteur en chef d'un journal, le Patriote, lequel va être saisi en 1956. Et aussi Marcel Bébé-Hidi, qui est le fondateur de la première association des étudiants camerounais en France, qui sont des figures du protestantisme camerounais et des étudiants protestants camerounais qui sont assez marquants dans cette communauté-là. Alors, le protestantisme, toujours en termes de figures marquantes, j'aurais pu évoquer deux autres figures qui sont très connues, l'une est très connue, l'autre moins. Alors, je suis tombée très heureusement sur une archive qui, lorsqu'en 1997, il est nommé Henri Roquemellen, qui a été ministre de l'Éducation, on a rédigé une biographie. Et donc là, on a une figure, il a été étudiant en France jusque dans les années 60-70. Alors c'est l'un des étudiants engagés politiquement, ouvertement. Il a été membre de l'UPC, de la section UPC de France. D'ailleurs, sa bourse va lui être retirée pour cela, et pour d'autres raisons politiques évidemment. Ensuite, lui, il va connaître une trajectoire très brillante à l'international, professeur de mathématiques. Il va enseigner ici en France, et puis après, il revient au Cameroun. Et il va être ministre, d'ailleurs, dans le cadre d'une sorte d'ambiance, ou alors de contexte d'allègement des relations entre l'opposition et le pouvoir, très brièvement, et puis par la suite, il reviendra en France. Donc, un autre protestant, alors pour montrer vraiment qu'il y a des figures marquantes, brillantes, et d'autres un peu plus discrètes, Lotinelli Michal, qui est le neveu d'un autre protestant très engagé au Cameroun, qui était lui pasteur. Et bien lui, membre de la Native Baptist Church du Cameroun, il a été fonctionnaire de police. Il arrive en France pour se perfectionner et il travaille à l'ambassade du Cameroun et justement il profite de sa fonction à l'ambassade pour aider ceux des Camerounais qui sont fichés activistes politiques à obtenir un certain nombre de cartes de séjour et tout cela, et ça de manière très discrète. Alors ça, j'ai pu l'interviewer au Cameroun, et cela, ce qui a permis de retracer un certain nombre de parcours qui sont très complexes, très variés, très divers, mais qui en somme nous permettent à ce stade de notre étude qui est encore en cours, de relever la présence importante dans la moitié du XXe siècle de nombre d'étudiants camerounais de confession protestante. Ensuite, de relever que leur présence est marquée très souvent par un engagement militant et politique, même si tous ne sont pas engagés, notamment les pasteurs et théologiens ne sont moins, en tout cas pas ouvertement, mais aussi de relever quelques éléments qu'il nous faudrait encore préciser, notamment les itinéraires de socialisation dans les organisations de jeunesse protestante en France. Je dois encore énormément les documenter parce que là, je n'ai que les témoignages de certaines personnes ou alors des membres de leur famille. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci désolée d'avoir été aussi rapide. Aucun repos, nous enchaînons tout de suite. Nous avons écouté Madame Céline Potier, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Elle est chercheure au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, où l'Afrique est peu représentée. Je ne sais pas, l'Afrique est à l'Atlantique, je ne sais pas. Bon. Elle a soutenu donc une thèse en 2014, une thèse dirigée par notre collègue Audi Cohen, qui porte sur l'indépendance ambiguë, construction nationale, anticolonialisme et pluralisme culturel en Guinée. Ça n'a pas changé depuis.
Alors, son champ de recherche, c'est la Guinée, la période contemporaine, alors, la question du genre, si je comprends bien, et ses travaux en politique l'ont mené à s'intéresser à l'un des principaux protagonistes, qui est Sékou Touré, homme d'État que nous avions admiré aussi, et qui est aussi controversé. Et elle a dirigé d'ailleurs avec Odilker et Abdoulaye Diallo une publication sur le nom de la Guinée. Alors aujourd'hui, elle va nous parler des étudiants guinéens en France, de l'engagement anticolonial à l'exil. Merci pour cette introduction. Je remercie aux organisatrices. Je suis vraiment très contente d'être là et je trouve que toutes les interventions là, de cet après-midi, de ce matin, se répondent. En tout cas, ce que je vais dire aussi, je pense, va résonner avec des choses qui ont été évoquées ce matin. Donc je voulais proposer moi, une réflexion sur les contextes d'engagement de 2, voire 3 générations d'étudiants guinéens. Si on considère qu'une génération d'étudiants, c'est un peu plus court qu'une génération, peut-être 10 ans, et dessiner du coup la signification que va prendre l'engagement pour eux au cours des 3 décennies que sont les années 50, 60 et 70. Il y a une première génération qui arrive en France à la fin des années 40, début des années 50. Leur mobilité assez classiquement s'inscrit dans les circulations impériales, au gré de leur trajectoire scolaire, et les plus militants d'entre eux vont traduire cet engagement par une forte position anticoloniale et une connexion avec les organisations communistes. La deuxième génération, c'est celle qui vit le tournant de l'indépendance en tant qu'étudiant. Donc la question c'est quel rôle vont jouer ces étudiants dans le fait de porter des revendications anticoloniales dont on sait qu'en Guinée, elles débouchent sur l'indépendance plutôt que les autres, avec le non au référendum de 1958, et à l'inverse, quel va être l'impact de l'indépendance sur ces organisations étudiantes guinéennes à l'étranger et spécifiquement en France. Je voudrais m'arrêter sur cette deuxième génération qui est un peu au cœur de ma communication, parce que je pense que ce sont des étudiants qui ont vécu une expérience particulièrement troublante. Ils se sont trouvés en 1958 très enthousiastes et aussi d'une certaine manière auréolés du prestige de ce qu'on appelait à l'époque l'expérience guinéenne. Donc l'expérience guinéenne, c'est l'indépendance, c'est la révolution. Ils sont ressortissants d'un pays qui est un petit peu le symbole anticolonial ultime, en tout cas dans l'espace francophone, au moins pendant quelques mois. Et en même temps, ces étudiants sont en fait très vite ou déjà en rupture, en opposition avec leur propre gouvernement. Des tensions qui en fait sont antérieures à l'indépendance et qui vont éclater au grand jour en 1961 lors d'un événement qui est une répression syndicale en Guinée en 1961, donc une répression du monde de l'éducation qui est celui du dit complot des enseignants contre le gouvernement guinéen. Et des étudiants qui sont en France vont apporter leur soutien à leurs enseignants qui sont en Guinée. Et au cours des années suivantes, si on regarde les trajectoires un peu croisées des anciens étudiants et des nouveaux étudiants, eh bien on observe que les diplômés, ceux qui ont été diplômés, qui sont partis se former dans les années 40, 50, ou qui rentrent, enfin qui finissent vraiment au tout début des années 60, qui sont rentrés se mettre au service de leur pays, vont largement subir la répression politique, même pour les plus engagés d'entre eux. Et en miroir, les jeunes gens qui atteignent l'enseignement supérieur à partir du milieu des années 60 vont bien souvent, alors certains même ont vécu la crise de 1961 quand ils étaient élèves, et bien souvent ils vont emprunter les voies de l'exil. On peut passer à la slide suivante, je vais juste dire quelques mots des chiffres, comme tableau un peu... en gros, pour dire que la communauté des étudiants sont entre 400 et 650 personnes, ils représentent à chaque fois la moitié de la communauté guinéenne en France, donc c'est un groupe qui est important, qui est du coup aussi surveillé, et du coup on a les archives de renseignements pour ça. Et puis 2 petites remarques, la réorientation assez rapide d'un certain nombre d'étudiants vers les pays de l'Est, assez tôt, la Guinée fait partie des pays où c'est assez tôt, dès 1959. Et aussi, vous voyez la baisse du nombre de bourses qui est vraiment consécutive à la crise que rencontrent les étudiants avec leur gouvernement. Je pense qu'il y aura tout un travail encore à faire sur ces chiffres, à affiner. Là, je les ai vraiment glanés au fil des archives de renseignement. On peut passer à la slide suivante.
ah oui, alors ça a un peu sauté, mais c'est pas grave du tout. Donc cette première génération d'étudiants qui arrivent à la fin des années 40, il y a vraiment une personnalité qui focalise absolument l'attention à ce moment-là, c'est Fodeba Keïta. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette communication, je me suis posé la question, est-ce que Fodeba Keïta, je vais pouvoir le mettre dans les étudiants parce qu'il a déjà plus de 30 ans, puis en fait il a abandonné, il a laissé de côté ses études au début des années 50. Bon, alors si on suit les renseignements français, oui, il fait partie de la catégorie des étudiants, en tout cas il est considéré comme tel, et peut-être c'est intéressant de voir qu'il est considéré comme tel, alors parce qu'il y a des membres de la troupe qui sont étudiants sans doute, mais aussi parce qu'en fait il focalise aussi toute une sociabilité des étudiants guinéens et pas que guinéens, aussi et plus largement africains, puisqu'il organise avec sa troupe des ballets africains des séances récréatives, par exemple les grandes nuits de l'Afrique noire, qui peuvent réunir plusieurs, 200 étudiants en 1952 par exemple. Et donc Fodeba Keïta propose un théâtre qui est anticolonial. On voit dans les renseignements que l'administration fait semblant de ne pas se rendre compte qu'il y a une dimension politique dans ces créations artistiques. Ils disent, ah oui, en fait, ils disent qu'ils font de la représentation folklorique, mais en fait, c'est de la propagande. En fait, ils ont l'air de ne pas saisir qu'en fait, dans le travail artistique de Fodeba Keïta, il y a déjà une critique anticoloniale. Donc c'est un anticolonialisme qui est à la fois, je dirais, politique et culturel. Et cette dimension de décolonisation culturelle, comme on dirait aujourd'hui, va être importante pour la FEANF dans les années 50. Donc là, ça me pose une question, je n'ai pas la réponse, mais certains d'entre vous l'ont. Dans quelle mesure aussi Fodeba Keïta a eu une influence sur la suite, et je sais qu'il est souvent cité, souvent mis en avant par les étudiants de la deuxième moitié des années 50. Et puis il y a cette connexion communiste, avec donc en fait le document que vous voyez pas très bien, c'est la liste des villes dans lesquelles tournent les ballets africains, et l'Europe de l'Est y joue un rôle important. Alors connexion ne veut pas dire adhésion, je cite Françoise Blum sur le rapport au communisme, mais en tout cas clairement ces contacts sont importants au cours de ces années-là. Si on avance un peu dans les années 50, plutôt à partir de l'association des étudiants guinéens de France, elle est créée en 1950, et à partir du milieu des années 50, donc ces organisations étudiantes renforcent, on va dire, leurs revendications, notamment anticoloniales. Je voulais juste signaler quelque chose qui n'a pas tant été dit peut-être ce matin aussi, c'est que voilà, il y a un fonctionnement en réseau de toutes ces organisations étudiantes. Fonctionnement en réseau en France, entre les sections académiques et les sections par pays, mais aussi fonctionnement avec les organisations étudiantes qui sont en Afrique. Donc l'Union Générale des étudiants de Guinée, l'Union Générale des étudiants d'Afrique de l'Ouest, l'AEGF, qui est une section de la FEANF, et donc quand on fait les trajectoires biographiques d'un certain nombre de ces personnages, ils passent de l'une à l'autre au gré de leur progression, on va dire, dans les études. Et ces étudiants, je ne vais pas développer ça, mais ont joué un rôle important de mobilisation à l'été 58, quand ils sont rentrés en Guinée pour essayer de promouvoir le non au référendum, et je renvoie pour cela à la très belle thèse d'Abdoulaye Diallo sur les acteurs de l'éducation qui a travaillé là-dessus. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est aussi sur cette connexion donc à la fois France impériale avec l'Afrique, et puis la connexion avec l'Union internationale des étudiants, en prenant l'exemple d'un étudiant, justement c'est un étudiant guinéen de la FEANF, Mamadou Barry, aussi connu sous le surnom de Petit Barry, qui est désigné, alors il est actif lui, dans la section de Toulouse de la FEANF. Vous pouvez passer la slide suivante peut-être. Voilà, notamment parce qu'il participe à la revue L'étudiant d'Afrique noire, et c'est lui qui est désigné pour aller représenter la FEANF à l'UEE entre 1958 et 1960. Et là, il fait donc voyage en URSS, en Chine, Maroc, Tunisie, etc. Et toute cette diplomatie des étudiants est importante et a sans doute aussi joué, en tout cas dans le cas de la Guinée, pour jeter des bases, au moins dans des relations interpersonnelles, avec des futures coopérations. Je pense notamment à la Tchécoslovaquie, qui est un partenaire très précoce de la Guinée après l'indépendance. Et puis, je voulais dire un mot de cette génération-là, c'est de revenir sur cette question des expulsions, puisque le même Mamadou Barry, quand il revient en France en juin 1960, il se fait assez vite expulsé par les autorités françaises pour des raisons qui ne sont pas extrêmement claires, on ne lui a pas spécifié, j'ai posé la question.
mais qui sont certainement liées à son séjour à Prague, qui sont certainement liées à son anticolonialisme, qui sont aussi des mesures de rétorsion parce qu'il y a déjà des tensions assez fortes avec la France à ce moment-là. Et puis, quelques mois plus tard, d'autres étudiants, 5 autres étudiants, ça renvoie à ce que disait Odile à propos de la manifestation dans l'ambassade de Belgique contre l'assassinat de Lumumba. Donc là, il y a aussi des étudiants, donc 5 étudiants guinéens, qui sont expulsés pour avoir participé à cette mobilisation. Donc on voit comment les étudiants, en fait, peuvent être une sorte d'outil diplomatique qu'on va utiliser dans les relations avec les États africains, mais très vite, dès 1962, alors je ne suis pas sûre que ce soit une position majoritaire au sein des services français, là en plus c'est plutôt l'office universitaire, quelqu'un qui s'interroge sur le caractère peut-être contre-productif du fait d'expulser des étudiants africains, surtout si c'est à la demande de leur gouvernement, parce que ça fait perdre beaucoup de prestige à la France, et surtout que si on est prêt à le faire pour des pays amis comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon, est-ce qu'on le fera pour Sékou Touré? Et vous remarquerez qu'on est début 1962 et c'est en plein moment de la crise entre les étudiants guinéens et leur gouvernement. Et la question de l'extradition des étudiants guinéens qui se sont opposés à leur gouvernement à ce moment-là, elle se pose vraiment, et certains ont été expulsés, notamment ceux qui étaient en Tchécoslovaquie, pas en France. Donc, cette question, elle est vraiment chaude à ce moment-là. On peut passer à la slide suivante, et donc j'en viens à ce conflit-là de 1961. Évidemment, il y a le fait d'être critique des gouvernements africains au milieu des années 50, c'est assez classique pour ces étudiants de la FEANF ou d'un certain nombre d'organisations nationales, on va dire. Parce que voilà, il y a même un certain embarras qui est remarqué par les renseignements lorsque Fodéla Keïta rentre au gouvernement, alors c'est encore le gouvernement territorial de la Guinée en 1957 comme ministre de l'Intérieur. Voilà, apparemment, ça met un peu dans l'embarras un certain nombre d'étudiants qui sont là. Alors évidemment, quand la Guinée devient indépendante, ça rebat un peu les cartes. La Guinée devient un modèle, l'indépendance est saluée, défendue, mais on remarque quand même qu'au congrès de l'Association des étudiants guinéens de France de décembre 1958, donc on est 3 mois après l'indépendance, c'est tout de même la dimension panafricaine de cette indépendance qui est mise en avant. Puisqu'on est dans une salle qui est pavoisée aux couleurs de la République de Guinée et du Ghana. Il y a eu l'Union Ghana-Guinée en novembre. Et on met à la fois en avant l'indépendance de la Guinée, mais l'Union Ghana-Guinée, c'est-à-dire l'idée que cette indépendance, en fait, elle doit aller vers quelque chose de panafricain. Et donc la EGF revendique vraiment le maintien d'une dimension panafricaine, souhaite rester à la FEANF, alors qu'en fait, ce qu'essaie de faire le gouvernement guinéen depuis 2 ans déjà, c'est d'essayer de faire rentrer ces organisations étudiantes qui sont à l'étranger dans les cadres de la jeunesse du Rassemblement démocratique africain, c'est-à-dire finalement des cadres qui sont nationaux, on va dire. Et de mars 1959 jusqu'à 1961, le gouvernement guinéen va chercher par plein de moyens différents, je ne vais peut-être pas rentrer, mais ça va, par désignation d'un président d'autorité en lieu et place de celui qui a été élu par le congrès de la EGF, menace de suppression de bourse, obligation pour les étudiants de signer une attestation sur l'honneur, c'est le document qui s'affiche là, de se comporter en bon militant de la GRDA quand il part à l'étranger. En août 61, Sékou Touré consacre une partie de son rapport politique à la question des étudiants guinéens de France en estimant qu'ils ne sont pas assez décolonisés et qu'ils se préoccupent trop de ce qui se passe de l'attitude des étudiants sénégalais, ivoiriens, tchadiens ou français et pas assez de la révolution guinéenne. Donc on a vraiment cet enjeu important et un état de tension qui est déjà très fort au moment du complot des enseignants, où là donc les étudiants guinéens vont prendre fait et cause pour leurs enseignants. Je dis leurs enseignants parce que souvent ils les ont eu en cours avant de partir en mobilité. Un soutien qui, je pense, est quand même certainement multifactoriel. Je crois que je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je pourrais répondre à vos questions. Et donc, l'ambassadeur de Guinée en France, Thibou Toungara, va, depuis la fin de 1961, essayer de reprendre en main les étudiants guinéens qui sont en France. Ça marche pas un cas jusqu'à ce que finalement la rupture intervienne vraiment en 1964. Où le congrès de la EGF est très clair, reprend la critique du gouvernement guinéen, se rapproche de la FEANF dont elle s'était éloignée, et donc à ce moment-là, les étudiants guinéens se trouvent en situation finalement de basculer dans l'émigration et dans l'exil, puisqu'il va être assez compliqué pour eux de rentrer.
Et alors, la question qu'on peut se poser à ce moment-là, donc ça c'est ce que disent les renseignements aussi, ils deviennent une véritable immigration dont le seul espoir est un renversement des hommes actuellement au pouvoir en Guinée. Alors, peut-être un peu une surinterprétation, est-ce que ce glissement il est si évident que ça? Est-ce que vraiment les étudiants passent vers l'opposition en exil? Je pense que ça a dû être compliqué dans toute cette période-là de 61-64 pour les étudiants de trop critiquer. On voit que c'est un enjeu, même pour la FEANF, pour la EGF, de trop critiquer le gouvernement guinéen, parce qu'il y a cette idée qu'il faut peut-être laisser l'expérience guinéenne se dérouler, que si on casse son prestige d'emblée, est-ce qu'on ne dessert pas aussi la cause de l'Afrique? Et puis il y a des risques personnels importants, le fait de ne pas pouvoir poursuivre ses études, de ne pas pouvoir rentrer dans son pays, et éventuellement même de mettre en danger sa propre famille. 5 secondes. Et bien, en troisième partie, si j'avais pu développer, vous pouvez tourner, voilà. Ouais, je vais juste évoquer la trajectoire. Voilà, dire que finalement, beaucoup de diplômés qui ont été formés à l'étranger, quand ils sont rentrés en Guinée, et bien, quand on suit les trajectoires, beaucoup ont été plus tard arrêtés et en prison, ou s'ils n'étaient pas en Guinée, condamnés par contumace. Donc voilà, il y a cette idée de la formation à l'extérieur qui est un marqueur en tout cas important dans les répressions politiques. Et puis il y a les étudiants qui sont en Guinée et qui vont progressivement donc chercher à fuir la révolution guinéenne pour pouvoir suivre leurs études ailleurs. Là on voit peut-être 2 mots, donc la France qui change de stratégie, qui dit « Ah, mais ces étudiants qui maintenant sont en opposition avec leur gouvernement, s'il y a un changement de régime en Guinée, il faudrait peut-être qu'on les traite bien pour que ce soit nos futurs interlocuteurs. » Il y a une aide discrète, pas non plus un certain nombre d'entre eux. Et la question que ça pose, si vous pouvez... voilà, on peut rester là-dessus. L'opposition en exil. Comment est-ce qu'en exil, on se mobilise quand on est un étudiant guinéen de la GEGF? Le chemin est assez étroit. Parce qu'en fait, ils sont contre Sékou Touré, mais ils sont aussi contre les groupes d'opposition en exil, les groupes d'opposition guinéens en exil. Ils considèrent que tous ces gens-là, finalement, c'est les mêmes facettes d'une bourgeoisie interne ou externe à la Guinée. Ils restent militants au sein de la FEANF, mais vous voyez que du coup, la place pour leurs revendications n'est pas... un peu des difficultés à se faire entendre pour certains. Et là, c'est pas ma recherche. Vous pouvez revenir en arrière. Excusez-moi, c'est un peu... Encore une fois... Voilà. Et je voudrais juste signaler, pour ceux que ça intéresse, là c'est pas ma recherche, mais j'avais vraiment envie de parler du travail qu'a fait Nicolas Treiber sur une troupe de théâtre qui s'appelle Kalin Tam Tam, justement d'étudiants guinéens qui eux-mêmes ont été victimes en 1961 en tant qu'élèves. Ils ont été arrêtés au moment du complot des enseignants, ils partent ensuite en exil. Et quand ils sont en France, ils fondent cette troupe de théâtre qui, à la fois d'une certaine manière, reprend un peu l'héritage de Fodé Bakinta, mais veut aller plus loin. Pour aller encore plus loin dans la décolonisation du théâtre africain. Et voilà, c'est une recherche intéressante et ouvrir peut-être là-dessus sur l'idée que là, je crois qu'il y a quand même, ça peut peut-être être un peu le constat de cette journée, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à élucider, et peut-être notamment sur les années 70, parce que là on voit qu'on connaît quand même bien les choses sur ce tournant des années 50-60 et sur les années 70-80, beaucoup de choses à dire encore. Je vous remercie. Merci beaucoup Céline et merci à toutes les trois en fait et pour vos interventions et d'avoir tenu les temps, ce que vous m'aviez pas annoncé et vous l'avez fait. Sans plus tarder, combien de temps, je me tourne vers les organisatrices, combien de temps on a de discussion? On a une bonne quinzaine de minutes. 15 minutes on peut prendre, parfait. 1 heure? Monsieur Yango, vous n'avez pas la parole encore. Mais vous pouvez la prendre si vous avez une première question. Non? Est-ce que tu es sûr? Une première question. Allez, bonjour. Merci aux présentateurs pour la qualité de la présentation. Moi, je vais juste brièvement poser la question, c'est de savoir des figures comme Thierno Monelembo, ou c'est par rapport à la présentation de Céline, bien sûr, comme Thierno Monelembo ou Alpha Condé, ils sont de cette deuxième génération, je voudrais savoir. Ensuite,
quand je regarde l'actualité et quand je vois le titre, la question des étudiants qui passent peut-être par l'exil après, mais quand on voit la situation d'Alpha Condé, c'est l'étudiant africain qui devient chef d'État et qui se trouve aujourd'hui en exil. Donc, on s'y retrouve en plein dedans. Merci bien. On va prendre plusieurs questions. Tu veux me donner un autre micro qu'on va faire circuler de l'autre côté? Ah non, là. En tout cas, donc là, merci beaucoup. Merci. Je ne sais plus qui voulait la parole. Voilà. Merci. Je voudrais d'abord féliciter toutes les intervenantes pour leur présentation très riche. Et je vais commencer par m'appesantir sur la présentation d'Héloïse Kiriakou. Le fonds Paul Fiou, c'est vraiment une source très intéressante pour l'histoire politique du Congo. Et je ne sais pas si il est accessible à tout le monde et sinon comment faire. Mais surtout, je pense que cette documentation devrait être confrontée à d'autres documentations auxquelles nous n'avons pas souvent recours. Ce sont les documents, les procès par exemple, qui ont eu lieu dans le cadre de ce qu'on appelait le tribunal populaire, où on a jugé ceux qui étaient soupçonnés d'être les agents de l'impérialisme. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pendant que souvent on a pensé que ceux qui venaient au Congo, les étrangers, étaient parfois ou souvent des agents de l'impérialisme français, et voilà des gens qui se sont retrouvés ici à la maison des étudiants d'Afrique et qui se sont mis ensemble pour aller soutenir une action et la révolution congolaise. Mais on ne peut pas s'étonner que ce soit terminé par un emprisonnement. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce personnage que vous avez mis en exergue, Franklin Bokaka, en 1970 ou 1911, quand il est venu chercher son dernier disque ici. J'ai eu l'occasion de rencontrer chez mon frère. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris la dimension militante ou l'engagement de ce chanteur. Et il y a eu la célébration d'une journée sur Franklin Bokaka à l'Institut français du Congo, et beaucoup de gens étaient surpris. Et je pense que toutes vos interventions nous interpellent sur l'écriture du contexte de ces années-là. Et les étudiants se retrouvent en France, mais le contexte africain est un contexte qui interpelle ces jeunes élites, ces intellectuels, ces jeunes qui vivent une autre expérience ici comme aller sauver l'Afrique. Je vous remercie. Est-ce que tu veux qu'on prenne une dernière question? Oui ou ça va? Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui? Et bonjour à tous. Je présente d'abord que je suis un Guinéen. J'ai été très ému de la présentation de la CCH. Et j'ai soulevé beaucoup de questions qui me talonnent à l'esprit. La première de savoir, les Guinéens
les étudiants guinéens formés en France étaient-ils soupçonnés de traître ou d'attachement colonial? Et la deuxième est de savoir, le régime guinéen n'a-t-il pas entretenu une ambiance vis-à-vis de la France, région officielle, mais dépendance officieuse? Et les coopérations avec la Russie ou la Chine n'ont-elles pas simplement remplacé une domination par une autre actuellement? Alors, je vais commencer. Merci beaucoup pour vos questions. Effectivement, donc, juste pour revenir là-dessus, ce fonds d'archives Paul Fiou est inventorié et disponible au public. Il est accessible à la contemporaine, à l'Inter. Donc voilà, vous pouvez y accéder bien sûr très facilement. Voilà. Et j'ai un peu oublié la suite des questions. Mais c'était au-delà des questions, c'est aussi une remarque que vous faisiez, Madame Zanzinga, et je partage complètement voilà, votre avis sur ce lien qu'il y a pu avoir entre les deux continents et finalement le rôle qu'ils ont eu sur place. Ces étudiants français et italiens ont été très critiques aussi avec le gouvernement congolais. On parlait d'Henri Lopez ce matin et ils le considéraient tous comme quelqu'un d'absolument mou et inefficace et qui servait finalement les intérêts du régime. Donc c'est aussi une catégorie très particulière d'individus qui est vraiment aussi le produit de la fin de ces années 68 et qui évidemment regarde aujourd'hui avec un regard très sévère ces années-là au Congo. Ils ont été très présents au moment des guerres civiles du Congo des années 90 parce que ce réseau militant des années 70 a été réinvesti par beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont voulu migrer ensuite. Donc c'est des réseaux militants qui sont actifs encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est des gens qui ont une ligne assez dure, voilà, une ligne politique qu'ils ont tenue et qu'ils tiennent encore aujourd'hui. Et je pense que moi j'ai été impressionnée par toutes ces femmes, parce que c'est des femmes surtout que j'ai rencontrées, c'est des femmes qui ont plus de 75 ans aujourd'hui, 80, et qui sont très, très sérieuses dans leur engagement, autant dans les Gilets jaunes que dans les différents épisodes qu'il y a aussi en France et donc à La Réunion pour Paul Fiou. Donc voilà, c'est une génération particulière. Oui, merci. C'est vrai, pour ajouter à ce que tu viens de dire, et en lien avec la question du contexte qui évoquait Scholastique tout à l'heure, c'est assez frappant quand même qu'on est quand même dans une périodicité pour le cas des années 50, plus des années 55 pour le cas du Cameroun, où on assiste sur le territoire colonial à une période où il y a une effervescence politique, le nationalisme bat son plein, mais aussi c'est la période où les nationalistes sont également réprimés par l'ordre colonial. On se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte d'écho à cette répression aussi en France. Je n'en ai pas parlé. Les étudiants sont effectivement victimes de toutes sortes de tracas administratifs, mais ils sont également carrément réprimés. Il y a des pressions. Il y en a pour lesquels on va demander des suppressions de bourses, même des expulsions. Alors la France ne réagit pas, toujours selon... Il y en a qui sont ordonnés par la France elle-même avant les indépendances, mais après les indépendances, c'est plus les régimes sur place qui demandent. Donc, effectivement, ces contextes-là, en Afrique, disent beaucoup et se reflètent énormément dans la manière, dans le comportement que finalement vont avoir les étudiants en France, qui aussi se positionnent comme une caisse de résonance de tous ces débats politiques qu'il y a en Afrique. Il faut savoir quand même qu'on considère, c'est l'élite, entre guillemets, comme on le dit, et le rôle justement de ces étudiants, notamment les protestants, que j'ai suivis dans la circulation de ces idées au sein des communautés chrétiennes ici, il n'a pas encore été tracé. Les archives du DEFA permettent bien de le montrer dans les discussions des assemblées, dans les comptes rendus. Parfois, il y a un pasteur qui est surpris en pleine prédication
association a évoqué justement la situation au Cameroun, en pays Bamileke, où on a tué tel nombre de personnes. Oui, effectivement, ces contextes-là sont très importants pour comprendre la manière dont les étudiants en France se comportent, ainsi que leur réseau de socialisation. 3 minutes. Alors, oui, en effet, vous avez raison de mentionner Tierno Nabo, bien sûr, Alpha Condé. C'est vrai que là, il y aura tout un travail encore à faire pour reprendre de manière précise ses trajectoires. Et puis, par exemple, Petit Barry aussi, que j'ai évoqué, j'ai pas eu le temps de le dire, mais donc lui, il rentre en Guinée en 65 après avoir fini ses études et il va exercer d'autres fonctions et puis il va être arrêté et passer 7 ans et demi au Cambouaro. Ceux qui ne sont pas rentrés comme Alpha Condé, eh bien, ils ont quand même resté en exil jusqu'à la fin du régime de Sékou Touré, ils sont rentrés qu'après, et c'est là qu'ils se relancent en politique, enfin, au pays, on va dire, hein, mais si le travail de construction du parti avait déjà commencé avant. Tierno Nabo, c'est une génération un peu différente, donc là, qui part au milieu des années 60 et qui, l'engagement, il est aussi artistique à travers la littérature. Un de ses premiers, je crois que c'est son premier livre, Les Crapauds Brousses, hein, c'est une critique de la dictature guinéenne. Donc, en effet, vous avez raison de les mentionner. Pour répondre à votre question sur est-ce que les étudiants guinéens sont considérés comme des traîtres, en fait, c'est quand même assez tôt, justement, au moment de ce conflit entre les étudiants guinéens et le gouvernement. Il y a 5 catégories d'étudiants qui sont établies 1960, je crois que c'est l'année 1960, et 5 catégories vis-à-vis desquelles il faut avoir les classer d'une certaine manière différemment. Donc il y a des choses qui relèvent vers quel type d'orientation on doit les diriger, mais il y a une catégorie qui est celle de contre-révolutionnaire en 1960. Donc ce soupçon, il est là, et puis donc, pour certains d'entre eux qui vont rentrer, qui vont exercer des hautes fonctions, ceux qui ont été arrêtés, oui, on les accusera d'être des traîtres. Donc quand c'est à distance de l'expérience estudiantine, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien, on sait que la connexion à l'étranger, le fait d'avoir été formé à l'étranger, était quelque chose qui pouvait être facteur aggravant et vous rendre plus vulnérable aux arrestations. Et puis sur la question de la politique, la diplomatie guinéenne, justement, ce moment-là que j'ai décrit, je n'ai pas eu le temps de donner les enjeux diplomatiques plus larges, mais ce complot des enseignants de 1961, il faut mettre des guillemets parce que c'était une revendication syndicale au départ, en fait, est habilement utilisé par le régime guinéen à ce moment-là pour mettre à distance l'URSS, puisque à cette occasion, en fait, l'ambassadeur soviétique en Guinée est expulsé. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens de la FEANF aussi, en fait, critiquent le gouvernement guinéen, parce qu'ils considèrent que cet éloignement, c'est une mise à distance de la révolution, d'un projet authentique de révolution, et que donc ils sont en désaccord avec. Donc en effet, vous voyez qu'à la fois, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment fascinant aussi dans les itinéraires, ces engagements étudiants, c'est que ça renvoie à des enjeux beaucoup plus globaux, et notamment à des enjeux diplomatiques. Pour avoir répondu à vos questions, on peut continuer à discuter après aussi. Merci pour vos remarques. Merci beaucoup à toutes les trois, toutes les quatre, pour ce très beau panel d'historiennes, en fait, autour des engagements qui venaient prolonger les échanges de ce matin de Françoise Blum et Odile Berg autour de la FEANF notamment. Et puis voilà, comme tu l'as dit, là on s'arrête dans les années 60-70, et donc sans transition, sans pause, on va parler d'aujourd'hui, et j'invite donc celles et ceux qui interviennent à venir s'installer pour continuer les échanges.